Il me semble vous connaître. C'est étonnant. C'est la première fois que nous nous voyons, à ce que je sache. Bon, c'est peut-être un signe d'une longue et bonne collaboration. Les Hilton Brothers ont débarqué chez les Gradel et comment vous dire que ça ne sent pas bon du tout pour Mélanie Gradel. Rob et Jimmy nous ont prouvé à plusieurs reprises qu'ils étaient de fins stratèges. Petit à petit, ils ont tissé un lien de confiance avec la famille Gradel sous une fausse identité bien sûr. Ce lien que Rob a tissé avec Jessica a porté ses fruits aujourd'hui parce que dès que Mélanie a commencé à avoir un petit peu de doute, Jessica l'a tout de suite rassurée. Rob est un très bon ami à moi. Et d'ailleurs, il m'a déjà parlé de ses entreprises familiales. D'ailleurs, j'avais prévu vous le présenter pour parler affaires. Grâce à ce lien de confiance, Mélanie s'est sentie un peu rassurée par sa fille. Mais est-ce que Mélanie connaît réellement Rob et Jimmy ou est-ce qu'elle s'est tout simplement trompée? Je pense qu'elle les connaît très bien, elle les a très bien reconnus. Mais comme c'est une affaire qui date, c'est une affaire du passé, elle ne s'en souvient juste plus. C'est sûrement leur père qu'elle a connu. Jimmy et Rob étaient super petits à cette époque-là. Et c'est pour ça qu'elle ne les reconnaît pas aujourd'hui. Mais si seulement elle savait ce qui l'attend. Bonjour à tous et bienvenue dans cette analyse de l'épisode 13 de la série Impact. Si c'est la première fois que tu passes par cette chaîne, surtout n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche pour ne pas rater la prochaine revue. Sur cette chaîne, on parle de séries afro, de films afro. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, abonne-toi pour rejoindre la Yiri Gang. Alors avant de commencer, je tenais à vous dire un grand merci pour l'accueil que vous avez réservé à mon livre Choco The Traveling Bear. Vous êtes nombreux à l'avoir acheté, à l'avoir savouré, à m'avoir fait des retours positifs et ça fait hyper plaisir. Si tu n'as pas encore eu l'occasion de te procurer un exemplaire de ce livre pour enfants, eh bien il n'est pas trop tard parce que bonne nouvelle les gars, 10 personnes vont encore pouvoir le recevoir gratuitement. Et oui, j'ai eu un don d'une personne qui souhaite rester anonyme. La personne a tenu à offrir ce livre à 10 papas ou mamans. Donc si vous êtes intéressé, envoyez-moi tout de suite un petit mail à l'adresse qui s'affiche, donc contact.yiritv@gmail.com. ok, les 10 premières personnes recevront le e-book gratuitement. Donc pour rappel, c'est un livre pour enfants pour accompagner votre enfant dans la lecture et l'apprendre l'anglais, l'initier à l'anglais. Donc pour le moment, il est disponible seulement de manière électronique. Ceci n'est qu'un exemplaire pour vous montrer quelques pages colorées. Dès que vous le recevez, vous en faites ce que vous voulez, vous l'imprimez, vous le plastifiez, vous le collez sur les murs de vos enfants, vous le lisez avec eux et en plus du e-book, vous avez aussi droit au livre audio qui est lu en français et en anglais par ma fille. On Thursday, I travel to Ivory Coast with my red bicycle. Le jeudi, je voyage en Côte d'Ivoire avec mon vélo rouge. N'hésitez pas, si vous êtes intéressé, envoyez-moi un petit mail pour recevoir votre exemplaire électronique. Encore merci à notre donatrice, une femme exceptionnelle qui a tenu à rester anonyme. Merci beaucoup pour ta générosité et merci à vous tous aussi, tous ceux qui ont tenu absolument à acheter le livre à plus d'1 euro parce que pour l'instant, le livre coûte 1 euro symbolique. Il passera ensuite à 3 euros, mais beaucoup d'entre vous étaient en mode non Sylvia, je vais pas payer 1 euro, je te donne 2. Je te donne 3, je te donne 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, etc. Beaucoup de personnes ont payé plus d'1 euro et c'est juste overwhelming. Je m'y attendais pas du tout à ce que ce livre ait tant de succès comme ça. C'est vraiment un projet qui me tenait à cœur. J'adore les enfants et je tenais absolument à créer un projet autour d'eux quoi. Alors, avant de passer à la revue, il faut absolument que je vous présente mon nouveau compagnon quand même, Il s'appelle Bob, on l'a baptisé Bob. Hi Bob, say hi Bob. N'hésitez pas à souhaiter la bienvenue à Bob. Pour l'instant, on l'a baptisé Bob, mais je crois que c'est une fille en fait, Quand je l'ai acheté, j'ai oublié de poser la question parce que c'est la première fois que j'achète un poisson rouge. Mais d'après mes recherches sur internet, il a les caractéristiques d'une fille ce poisson. Donc on va devoir le rebaptiser. N'hésitez pas à me faire des propositions de prénoms dans les commentaires. De préférence des prénoms mixtes. Parce que je suis pas certaine que ce soit une fille. Faudrait que je demande à un spécialiste. Allez-y, faites-moi une proposition et puis on validera ensemble. Ok, sinon je vais l'appeler Ami Léa. C'est une petite rebelle et puis elle aime bien être toute seule, tu vois. Ami c'est bien mais c'est pas mixte, tu vois. Donc vas-y, j'attends ta suggestion dans les commentaires. Passons à la revue.
Mélanie Gradel est le dénominateur commun, les gars. Avant, je pensais que c'était Tcherno, mais je vais devoir revenir sur le cas Mélanie Gradel, les gars. Je crois que c'est elle qui a tué Dame Beng. Tcherno souhaite travailler avec Aminata parce qu'il sait très bien qu'il n'a rien à voir avec la mort de son père. Ce n'est pas lui. Sinon, ce serait trop facile de toute façon. Il faut vraiment penser à une personne dont on ne pense pas. Donc, je pense à Mélanie Gradel ou la mère de Aminata. Ça, ce serait le choc de ouf. Ou bien sa belle-mère, tu vois. Ces trois femmes sont mes suspects potentiels. Tcherno Seydi veut absolument que le coupable soit arrêté parce que pour l'instant, c'est lui qui prend cher. C'est le coupable idéal, hein. Donc, il a tout intérêt à diriger la police sur une autre piste, à trouver le vrai coupable. Et pour ça, le meilleur moyen, c'est de s'associer au meilleur avocat du pays, à la meilleure avocate du pays. Entre Aminata et Dabo, il n'y a pas photo, hein. Elle était déjà super forte, hein, dans la première saison alors qu'elle venait juste de sortir de l'école, elle venait juste de graduate. Alors maintenant qu'elle a beaucoup plus d'expérience, c'est sûr qu'Aminata est redoutable. En plus, c'est quoi le but de Tcherno Seydi depuis le début de cette série? Faire payer Mélanie Gradel pour le mal qu'elle a causé à sa famille. Et surtout, récupérer une bonne partie de sa richesse. Tcherno a l'air de savoir exactement qui est le meurtrier de Dame Beng et il veut que Aminata le sache aussi. C'est une histoire de famille tout ça et c'est pour ça qu'il a préféré écarter Maître Dabo pour l'instant, je pense. Après, Tcherno peut jamais lui faire confiance à 100%, hein. Qui nous dit qu'il va pas rouler Aminata dans la farine? Qui nous dit qu'il essaye pas de la manipuler ou de la piéger? Lorsqu'Aminata va en parler à Issa, c'est sûr qu'il va d'abord lui dire que non, c'est hors de question de faire confiance en Tcherno Seydi, hors de question de travailler avec lui. Mais en vrai, ça peut être un gros atout, hein, pour eux, surtout pour récupérer cette clé USB qu'ils recherchent. Aminata et Issa vont devoir travailler avec leur pire ennemi pour choper le véritable coupable. Ce qui me pousse à croire que Mélanie est peut-être derrière ce meurtre, c'est le comportement que Moussa a avec Jessica, hein, le comportement de Moussa envers Jessica. Ça se trouve, il a des doutes en fait sur la mère de sa femme, sa belle-mère, ce qui influence son comportement parce qu'il se demande s'il peut réellement faire confiance à tout le monde. C'est comme s'il avait commencé à se méfier et qu'il savait vraiment pas quoi penser, quoi, parce que la meurtrière pourrait être la mère de la femme qu'il aime. Pourquoi est-ce qu'on a toujours pas vu Moussa en train de s'entretenir avec Mélanie Gradel? Il y a ce truc qui me manque, hein. Elle est certes présente, mais elle n'a pas eu de discussion avec Moussa, qui passe par une épreuve difficile en ce moment, tu vois. Elle est venue chez eux, mais elle n'a parlé qu'avec sa fille. Elle aurait très bien pu discuter avec Moussa aussi pour avoir son point de vue, pour comprendre pourquoi il se comporte comme ça avec sa fille. Mais on n'a pas eu cette discussion et je l'attends avec impatience pour pouvoir enlever mes doutes sur Mélanie parce que pour l'instant, là, j'ai l'impression qu'elle est impliquée dans tout ça et c'est pour ça qu'elle évite Moussa pour l'instant. L'infirmière a donc été chopée en mauvaise posture avec son patient. Mais là, elle s'est crue à l'hôtel, c'est ça? Elle s'est crue en vacances. Je comprends tellement Jessica qui au début a essayé de mettre l'infirmière en confiance, la mettre à l'aise et voilà qu'elle est un peu trop à l'aise maintenant avec son mari. Petite déception quand même du côté de Moussa, il n'aurait pas dû réagir comme ça. En plus, il n'avait pas l'air très choqué du comportement de l'infirmière quand même. Si Jessica n'avait pas débarqué, qu'est-ce qui serait passé? Il est faible physiquement, mais il n'est pas faible mentalement quand même, faut qu'il se ressaisisse, hein. Bon, quoique, cet accident l'a quand même sapé le moral. Donc Moussa s'est lié un peu d'amitié avec l'infirmière, qui lui a raconté une histoire passionnante concernant son père, qui a eu un accident et qui a terminé handicapé. Lorsqu'elle racontait cette histoire, j'ai pas pu m'empêcher de penser au père de Tcherno Seydi, qui lui aussi est décédé, qui était un peu malade. Je me suis dit, est-ce que c'est elle, la sœur de Tcherno Seydi, ou est-ce que c'est la production qui essaye de mess with us là? L'infirmière a dit que son père était détective privé, ce qui pourrait expliquer ce côté observateur et stratégique de Tcherno Seydi. Mais je pense pas qu'elle soit sa sœur, sinon Tcherno l'aurait placée à un endroit beaucoup plus stratégique que chez Moussa, quoi. Parlons maintenant de Ndeya qui digère très mal le rejet de Issa. Une fois au bureau, elle était encore en train d'insister pour qu'il lui avoue ses sentiments et Issa a dû lui faire comprendre que tout ça n'était pas réciproque. Il aurait dû le faire plus tôt, Issa, hein, juste shut down toute ambiguïté. Il a fait quand même une petite erreur sur ce coup-là. Avec Ndeya, il était un peu trop proche d'elle, lui faisait un peu trop de câlins alors qu'il se doutait qu'elle avait des sentiments pour lui. Elle est vraiment heartbroken maintenant et je me demande si Issa se rend compte à quel point il lui a fait du mal. Ndeya, elle est brisée et ça se voit que c'est une rageuse, hein, donc c'est sûr qu'elle va fight back. Issa, il a intérêt à faire gaffe. Parlons maintenant de la réconciliation entre Issa et Aminata, puis de celle entre Mike et
Angèle. Aminata et Issa se sont réunis encore une fois dans cet endroit très symbolique. Hein. C'est sur ce banc-là que Issa avait fait sa demande pour la première fois et il la renouvelle en demandant à Aminata d'aller voir ses parents. On constate quand même beaucoup de changements au niveau d'Aminata qui n'a plus aussi peur du mariage, du engagement. Elle regrette même de ne pas avoir accepté plus tôt. J'ai peur de me marier parce que Damara va le divorcer. J'ai peur que ça nous arrive. Les deux amoureux ne veulent plus du tout perdre du temps. Hein. Ils ont envie de se marier ASAP. Alors, il y a quand même un truc qui m'a gênée pendant cette scène. Je trouve qu'il y avait beaucoup de retenue de la part des acteurs. Dis-moi si tu as ressenti la même chose, mais je trouve qu'ils étaient un peu trop éloignés à mon goût. Déjà sur le banc, je voulais tellement qu'ils se rapprochent, qu'ils se fassent genre un petit câlin ou bien que Aminata pose sa tête sur Issa. Je m'attendais à beaucoup plus de rapprochement. C'est limite, Aminata et Prince, ils sont beaucoup plus rapprochés, quoi. Il y a beaucoup plus d'affection lorsqu'on nous les montre. Ils se font des câlins, ils s'enlacent. Je sais pas, il manquait quelque chose pour moi pendant cette scène. Surtout qu'ils se sont retenus longtemps, hein, ces deux-là. À une époque, même se toucher la main, se prendre la main, c'était un truc de ouf pour eux. Donc les retrouvailles auraient pu être un peu plus affectueuses. Même si je sais qu'on nous les a montrées hein, dans l'épisode précédent. Ils se sont fait un câlin, ils se sont embrassés, c'était chaleureux. Mais là, c'est la suite en fait. C'est le même jour, la même soirée. Donc je m'attendais à cette continuité-là, un peu de rapprochement, de l'apaisement venant des deux qui se sentent beaucoup plus rassurés maintenant. N'oublions pas que l'amour, c'est un des thèmes forts de la série et ils sont le couple principal, le couple le plus important de la série même. Donc j'espère qu'on va les voir beaucoup plus rapprochés dans des épisodes précédents pour surtout montrer la différence claire entre lorsqu'Aminata passe du temps avec Prince et lorsqu'elle est avec Issa, quoi. Peut-être que ça viendra, hein, et peut-être aussi que ça traduit juste de la maturité de leur part, hein, parce que Aminata et Issa, c'est un amour de jeunesse, ils se connaissent par cœur et tout, mais bon, pendant cette scène, j'aurais kiffé quand même voir un peu plus de rapprochement. Dis-moi dans les commentaires si c'est un truc que tu as remarqué ou bien si cette scène ne t'a pas gêné plus que ça. Aminata est donc allée voir sa belle famille et dans la revue de l'épisode précédent, j'exprimais à quel point je trouvais ça tellement chelou et décevant, hein, que ce soit limité à des coups de fil ou des appels vidéo avec sa famille, sachant que son père voulait absolument que la famille reste unie, quoi. On a Liliane qui s'est exprimée sur le sujet, elle a tenu à défendre Aminata. Je pense qu'il y a quelque chose au-delà du trauma que Aminata a vécu qui l'empêche d'aller voir sa belle-mère. On a compris qu'elle a quand même des appels vidéo avec sa sœur et on sait à quel point les deux étaient liés. Elle aurait pu inviter sa sœur dans son appart. Pour sa défense, elle doit à la fois gérer un chagrin d'amour et la perte de son père. Et surtout, comme dit sa mère, elle s'est mise une grosse pression en rapport avec l'enquête. Maintenant qu'elle est apaisée côté cœur, je pense que Issa va la convaincre de rendre visite à sa belle-mère. Et qui sait, en récupérant le dossier, peut-être va-t-elle découvrir un nouvel indice. Eh bien, tu as vu juste, hein, Liliane, Aminata est allée rendre visite à sa belle-mère. Je pense qu'elle va passer plus souvent maintenant et espérons qu'elle va effectivement découvrir beaucoup d'indices. Parlons maintenant du couple Mike-Angèle. Les retrouvailles étaient beaucoup plus mouvementées hein, de leur côté. Franchement, super belle prestation de Landry. On y croyait vraiment. Hein. Il nous a bien transmis les émotions. Angèle, pareil. Ça va peut-être avec la Elise. Je t'aime, Angèle. Est-ce que tu peux comprendre? Elle a fini par craquer, même si dans un coin de ma tête, je voulais qu'elle résiste un peu plus. Il faut que le passé de Mike, the Golden Boy, le rattrape un peu. On verra si Angèle pourra supporter. Dis-moi dans les commentaires, est-ce que tu penses qu'elle serait du genre à partir à la moindre déception ou est-ce qu'elle serait du genre à stand beside Mike et le soutenir? Parce que Fatih ne va pas les lâcher. Et d'ailleurs, Fatih, what are you doing, girl? Fatih se comporte comme une véritable petite femme. Elle semble même heureuse, quoi. Vous pensez qu'elle est sincère là ou elle fait semblant, Fatih? Elle a accepté de vivre avec Paul alors que on sait très bien que ça ne lui ressemble pas du tout. Fatih, c'est pas le genre à être la femme d'un seul homme. Elle n'a jamais été la femme d'un seul homme. Elle n'a jamais voulu settle. Donc là, c'est un peu différent là. Ça ne lui ressemble pas. À moins qu'elle ait beaucoup changé ou à moins que ce ne soit une stratégie. Hein. Et son but final, c'est de se venger. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Ce qui me choque, c'est que ces deux-là, ils n'ont aucune honte. Hein. Ils vivent leur amour. C'est presque comme si c'était normal. Hein. En même temps, ça pourrait passer si Fatih n'était pas la meilleure amie et l'ex de ses enfants à Paul.
Paul, on a vu donc qu'il est déjà revenu de Côte d'Ivoire. Je m'attendais pas à ce qu'il revienne tout de suite. On verra si ce voyage aura des conséquences. J'ai l'impression que oui, mais on verra par la suite. Parlons maintenant de Cisco, hein, le baron de la drogue. Ça fait un moment que j'attendais de parler de lui parce que je voulais voir où tout ça allait nous mener en fait. Donc apparemment, il attend une cargaison et il travaille avec les Hilton Brothers. Hein. Et d'ailleurs, dites-moi dans les commentaires, vous pensez que les Hilton, ce sont des Nigérians ou des Américains? On dirait que c'est des Nigérians en fait. Je sais pas pourquoi dans ma tête, je me suis dit que c'était des Américains à cause du nom Hilton. Les hôtels Hilton, c'est américain, mais c'est des Nigérians en fait, from Nigeria. Et Cisco bosse avec eux, bosse pour eux même, si j'ai bien compris. Du coup, en fait, les Hilton, ce sont de vrais dangers parce que s'ils arrivent à s'emparer de Gradel Worldwide, c'est pour avoir plus de territoire, pour pouvoir étendre leur trafic de drogue, étendre leur trafic de stupes dans le pays. Donc ces frères sont une réelle menace pour les Gradel, mais aussi pour la société. Voilà ce que j'avais pour toi hein, concernant l'analyse de cet épisode 13. N'hésite pas à t'exprimer dans les commentaires et n'oublie pas de m'envoyer un petit mail pour avoir un exemplaire du livre Choco the Traveling Bear. Ok, merci beaucoup et à bientôt. Stay safe and stay blessed. Bye.